Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je pense que ça fonctionne bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très content d'être ici aussi devant vous, associations, opérateurs, opératrices de l'État. Je voulais remercier la DIAL, bien sûr, pour l'initiative, l'organisation de cette journée, que l'on appelait aussi de nos voeux, c'est-à-dire qu'il y ait davantage, comme on le disait, de coordination, d'échange entre des acteurs associatifs, des bénévoles, des associations dites opératrices de l'État. Donc moi, je suis Anthony Knie, je suis délégué général du collectif national Rome Europe. Voilà, vous le voyez en grand. Peut-être rapidement, pour resituer un petit peu qui est ce collectif, en fait, collectif national droits de l'homme Rome Europe, qui existe depuis un peu plus de 22 ans maintenant, depuis 2000, qui a été créé à la base, donc c'est un peu une longue histoire, hein, mais entre autres suite à une recherche-action qui avait été menée dans différents pays européens par Médecins du Monde sur la question de la santé des populations dites tziganes et qui a abouti du coup à un colloque qui a été organisé en 2000 et qui a abouti à la création du collectif qui a beaucoup grossi ces 20 dernières années. En fait, ce qui anime, ce qui rassemble aussi les valeurs qui sont au centre de l'action du collectif Rome Europe, c'est évidemment, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, hein, bien sûr, l'accès aux droits fondamentaux des personnes que l'on qualifie en situation de grande précarité, qui viennent essentiellement d'Europe de l'Est en tout cas, et qui sont contraintes de vivre dans des bidonvilles, des squats et autres lieux de survie. Donc ça, c'est la première, on va dire, première jambe forte, donc la défense des intérêts, des droits fondamentaux de ces personnes étrangères qui vivent en squat et bidonville en France. Et la deuxième jambe sur laquelle on s'appuie, entre guillemets, c'est la lutte contre toute forme de discrimination et violation des droits humains, et donc au centre desquels la lutte contre l'anti-tziganisme, mais également en fait toute forme de discrimination. Et donc, en fait, Rome Europe se situe un peu à la croisée des chemins entre cette question du mal logement, de la lutte contre l'anti-tziganisme et de cette défense des droits fondamentaux des personnes qui vivent en squat et bidonville. Plusieurs grandes missions, l'animation d'un réseau, donc je l'ai dit, 50 associations et collectifs membres. Et je vais avoir le temps de détailler un peu plus, notamment qui sont les bénévoles finalement qui interviennent en bidonville, quels sont un peu leurs parcours, leurs profils. Et ça va être un peu davantage le cœur de ma présentation aujourd'hui. C'est ce qui a été discuté avec la DIAL. Donc voilà, ce réseau, 50 associations qui est animé via des échanges, des rencontres, des échanges de bonnes pratiques, des rencontres nationales aussi, on en organise de notre côté aussi. Le travail d'observatoire, donc c'est effectivement toute la collecte de données de toutes sortes, de différentes violations des droits humains, notamment des personnes en bidonville. Et enfin, le plaidoyer ou co-construction des politiques publiques, la dimension militante aussi, qui est vraiment au cœur de l'action de Rome Europe. Ce qui peut être précisé, donc aujourd'hui, le propos va s'articuler notamment sur cette question de l'articulation entre l'action des bénévoles avec celle des intervenants et intervenantes mandatés par les pouvoirs publics. Peut-être rappeler deux, trois choses, parce que je pense qu'il y a aussi un besoin de démystifier un peu la dimension de qui sont les membres de Rome Europe sur les territoires, dans les différents départements. Peut-être rappeler qu'au sein du collectif, on n'a pas de projet fédératif, on n'est pas une fédération associative liée par un projet fédératif qui serait renouvelé tous les 5 ans par exemple, mais qu'on est bien un collectif militant, un collectif de bénévoles, et qu'en fait nos associations membres, elles ont une grande autonomie d'action, et tant mieux dans les territoires, et que nous, notre rôle, c'est de les accompagner, de les guider, de faire de la mise en réseau, de les conseiller, de les appuyer aussi, juridiquement, en termes d'action, tout ce qu'elles peuvent mettre en place. Dire aussi que mon propos, forcément, il va être pas biaisé, mais il va être partiel, puisqu'on n'a pas une visibilité sur le fait associatif et le fait bénévole sur tous les territoires en ce qui concerne la résorption des squats et des bidonvilles. Et ce que je voulais dire aussi en introduction, c'est que on a un peu envie de combattre aussi cette idée qu'on peut parfois entendre souvent, c'est que
finalement, les salariés seraient seraient des professionnels et que les bénévoles seraient tous non professionnels. Enfin, en fait, les choses sont un peu plus compliquées que ça et il y a de l'expertise, des compétences. Bien sûr, on a besoin des salariés, on a aussi besoin des bénévoles et en fait, c'est au cœur de cette complémentarité que justement, on peut trouver... ça peut faire avancer aussi les choses, notamment pour les personnes concernées, pour les habitants de bidonville. Donc je pense que c'est important de dire qu'il faut surtout dépasser cette vision parfois un peu tout noir, tout blanc ou manichéenne. Sur les chiffres, vous les voyez au-dessus de moi, pardon. Donc sur ces 50 associations, on estime qu'il y a entre 15 et 20, à peu près une moyenne de 17 associations / collectifs. Donc une association qui est structurée de loi 1901 et inversement, des collectifs sont donc informels et ne sont pas déclarés en préfecture. Donc on estime qu'il y a à peu près 17 structures qui sont constituées en majorité par des bénévoles. Dire aussi qu'il y a une grande diversité de ces structures, on a des collectifs extrêmement locaux qui vont circonscrire leur action au champ d'une ville, sur quelques bidonvilles, parfois 2, 3 bidonvilles à l'échelle d'une commune, et c'est déjà beaucoup, parce que 2, 3 bidonvilles, en fonction de la taille, ça peut concerner beaucoup de personnes. Quand d'autres collectifs, d'autres structures bénévoles vont être davantage, elles, situées à un échelon départemental. Dire que dans les actions menées, on retrouve tout un champ de choses, à la fois des actions très opérationnelles, donc ça va être de l'ouverture de droits, du soutien scolaire, de l'aide alimentaire. On l'a vu notamment pendant la crise du Covid, où l'action des bénévoles a été déterminante aux côtés des autres associations et des pouvoirs publics. Mais ça va être aussi, parfois, on le voit dans certains modèles associatifs, je pense à Médecins du Monde, mais également au Secours catholique, où les bénévoles apportent un soutien aux salariés, aux personnes qui sont dites permanentes. Pardon. Donc ça, voilà, on retrouve toute cette variété-là. Et peut-être dire qu'on a aussi une évolution de ces structures, enfin rien n'est figé dans le temps. Je pense notamment à notre réseau, où en fait on a des structures qui autrefois étaient parfaitement, enfin 100% bénévoles plutôt, et qui maintenant accueillent des salariés et qui sont, je pense par exemple à l'exemple, c'est la médiation scolaire, où sur le territoire on a des collectifs ou des structures où il y avait avant que des bénévoles qui ont accueilli des premiers salariés, ce qui n'est pas sans poser des problèmes parfois aussi, puisqu'en fait ces collectifs se retrouvent à avoir des casquettes employeurs, à gérer des ETP, à avoir des dialogues avec la dette locale, à gérer des demandes de subventions. Peut-être sur l'intérêt de l'utilité des bénévoles, enfin pour nous il est évident dans la mécanique de résorption des bidonvilles, avec, on l'a dit aujourd'hui, la connaissance des familles, de leur parcours, de leur trajectoire, et surtout, enfin j'en parlais encore tout à l'heure avec Dominique Planck du collectif Solidarité Rome de Lille. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans un univers, un écosystème où il y a quand même pas mal de turnover, qui peut s'expliquer, j'en reparlerai tout à l'heure en termes de travail social pour tout un tas de raisons, mais ce qui est important, c'est que ces bénévoles, parfois, je ne fais pas de généralité ici, peuvent apporter des éléments de stabilité dans un écosystème où il y a beaucoup de changements, les politiques, la question du droit aussi, elle évolue souvent. Et enfin, j'ai une pensée aussi un peu pour les bénévoles qui sont aussi des vigies citoyennes, en fait, qui agissent parfois comme des lanceurs d'alerte. Je pense à l'action déterminante de bénévoles dans le 95 ces dernières années, ces dernières décennies, qui ont notamment compris assez tôt que certains terrains étaient contaminés au plomb et qui ont remué ciel et terre, notamment pour pousser l'Agence régionale de santé à effectuer des tests, des taux de plombémie, et donc ce qui a pu amener derrière à tout un tas de choses. Je n'ai pas le temps de le développer, donc je m'en tiendrai ici. Et peut-être dire... le dernier point de cette slide, c'est que, et ça il faut que je le dise aussi, c'est qu'il y a une baisse de l'activité bénévole de manière générale dans notre pays, et ça concerne aussi la question des squats et des bidonvilles. La majorité de nos structures constatent qu'il y a moins de bénévoles dans les structures. Il y a une crise générale de l'activité militante, ça on le sait. Et donc un vieillissement parfois aussi des bénévoles, des formes d'épuisement face à des expulsions nombreuses, face à des situations aussi qui se répètent. On a parlé des problèmes avec la CAF tout à l'heure, c'était évoqué par Aurore, pardon. Et donc des situations qui en fait et des freins nombreux qui posent parfois justement qui viennent entraver l'action des bénévoles. Sur le sujet d'aujourd'hui, donc c'est l'articulation d'un côté entre les bénévoles, qu'ils soient dans des collectifs ou des associations, et l'action plus générale des associations dites opératrices ou des intervenants opérant des missions des intervenants mandatés par les pouvoirs publics. Donc j'ai décidé d'aborder 3 focus
sur cette articulation. J'ai un petit peu changé par rapport à ce que j'avais écrit, puisqu'en fait, en écoutant des situations aujourd'hui, je me suis dit qu'il y avait des choses qui avaient déjà été abordées sur la santé. Donc j'aurais un propos sur 3 focus particuliers pour détailler 3 types d'articulations différentes. Dans un premier cas, pas ou peu d'articulation entre les deux travails. Dans un deuxième cas, une articulation qui a fait ses preuves pendant la crise sanitaire. Et le troisième cas, ça sera une articulation, mais qui est arrivée vraiment par la toute petite porte et qui a permis de faire un travail assez inédit, notamment en lien avec un opérateur chargé d'une mousse. Le premier focus que je voulais faire, il porte sur les diagnostics pré-expulsion, pré-évacuation, notamment en Île-de-France, mais il y en a un peu partout ailleurs. Mon propos, c'est qu'effectivement, donc ces fameux diagnostics, concernant les diagnostics, pardon, ce que je voulais dire, c'est que c'est moins d'abord une question d'articulation uniquement entre les bénévoles et les opérateurs, mais que c'est plus une question de comment les opérateurs évoluent dans un écosystème où ils s'insèrent dans un paysage où il y a des associations, il y a déjà des bénévoles qui sont là parfois depuis des dizaines d'années. Donc rappelez que ces diagnostics, ils ont pour objet de recenser les occupants et préparer leur prise en charge, en particulier les personnes vulnérables, dans la perspective du démantèlement du bidonville ou du squat. Ce que nous, on a pu constater, ce qu'on constate depuis plusieurs années, c'est qu'effectivement, sur la base de nos remontées de terrain, de ce que nous font remonter nos membres au niveau local, c'est qu'en fait, bien souvent, les intervenants mandatés par les pouvoirs publics ne s'appuient pas ou ne s'appuient pas suffisamment sur les acteurs de terrain, et notamment les tiennent pas au courant quand il va y avoir des interventions sur des sites pour effectuer des recensements ou des diagnostics, ou tout simplement faire une sortie sur le site pour évaluer les fragilités et les vulnérabilités. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a un déficit souvent d'information de ces opérateurs qui sont en charge de cette question vis-à-vis des collectifs de bénévoles qui ne sont pas du tout tenus au courant, et donc ce qui provoque sur le terrain en fait des actions qui ne sont pas du tout coordonnées avec des bénévoles qui agissent d'un côté, des opérateurs de l'autre, et pas ou peu de dialogue. Et aussi, et ça reste malheureusement encore trop le cas, mais ça s'explique aussi pour partie, puisqu'on a quand même énormément d'expulsions un petit peu partout en Île-de-France, et que ça reste quand même la patate chaude un peu que se refilent entre guillemets les différentes préfectures. On constate aussi que malheureusement les recensements, enfin les diagnostics, c'est un lapsus, mais ils sont encore trop souvent de simples recensements qui sont réalisés peu de temps avant une expulsion, notamment parce qu'on a senti qu'il y avait une décision de justice, que le terrain allait être expulsé. Et donc, en fait, on n'a pas le temps de creuser dans les détails sur les vulnérabilités, la composition des ménages, les projets des familles, les besoins précis en matière de logement, des vulnérabilités sur des pathologies. Et donc ça, pour nous, c'est quand même... ça pose question. C'est aussi révélateur, je pense, c'est pour ça que je voulais en parler quand même, histoire de briser un peu la glace, mais en fin de journée, c'est que ces diagnostics, c'est quand même le révélateur de différences d'approche entre, d'un côté, différences d'approche et de culture, en fait, de culture, de structure, hein, j'entends pas la culture dans un autre sens, mais entre d'un côté peut-être des visions de bénévoles, des visions militantes associatives, et d'un autre côté une culture des opérateurs qui peut être autre, et que ces différences, elles peuvent aboutir à des tensions. Donc comment faire? Enfin, le propos, c'est pas de stigmatiser les opérateurs, mais c'est bien d'essayer de trouver des solutions. Nous, on analyse, on essaye de réfléchir à ce sujet précis des diagnostics. Ce qu'on voit déjà, c'est que pour nous, ce qui nous paraît essentiel, c'est qu'il faut, pour les opérateurs, il leur faut considérer les associations et les bénévoles. Alors, je ne dis pas comme des partenaires, mais il faut partager à minima des informations, diffuser des informations, notamment si une association opératrice de l'État a des informations sur l'évacuation, l'expulsion imminente d'un site, des informations aussi sur des décisions de justice, il nous paraîtrait intéressant de pouvoir les diffuser. Et on sait que dans bien souvent, bien trop de cas, on a des informations qui ne sont pas forcément partagées, ou tout n'est pas partagé. Après, il y a un deuxième propos qui est plus large, c'est qu'il faudrait davantage de moyens, mais bon, ça c'est un peu de moyens et davantage de personnes, de TP, pour réaliser des diagnostics plus complets, pour avoir des solutions notamment de relogement, de logement d'abord pour ces personnes. Mais pour ça, on est bien conscient aussi que ce sujet-là du travail social dans les bidonvilles, il n'est pas perméable à tout ce qui peut se passer ailleurs sur la question du travail social en France, avec un manque de reconnaissance, d'évolution dans les carrières, des problèmes d'avancement, de salaire parfois, malgré les primes du Ségur. Donc aussi, on a aussi une crise du travail social, on peut le dire, et qui affecte aussi parfois la qualité du travail dans les bidonvilles. Et ça, c'est... Voilà, une fois que j'ai dit ça. Et dernier point, peut-être dire aussi que s'il n'y a pas d'articulation entre les bénévoles et les opérateurs,
sur cette question des expulsions, c'est aussi parce que bien souvent, les bénévoles n'ont pas envie d'être associés à ces diagnostics, souhaitent rester dans leur posture, ce qui est logique, de soutien aux familles, de connaissance des familles, et n'ont pas envie d'être associés à des expulsions. Et donc pour nous, il serait intéressant, là, dans le cadre du renforcement du cadre national, là, dont parlait Manuel ce matin, et Sylvain Mathieu également, ça serait d'intégrer des réflexions, et je crois savoir que ce sera le cas aussi, mais sur comment on réalise des diagnostics, comment on mène ce travail en lien avec d'autres parties prenantes. Et ça me semblerait intéressant de creuser ça dans les prochaines étapes, et notamment par rapport à ce que disait Manuel ce matin sur les prochains mois, les prochaines années, qu'est-ce qui reste à fournir. Je pense qu'il y a aussi un besoin d'outiller davantage les opérateurs sur cette question-là. Le deuxième focus, pour moi, c'est la question, un exemple d'articulation intéressante, c'est la question des interventions EHA, donc eau, assainissement, hygiène, et notamment pendant le premier confinement. On peut dire, là je m'appuie aussi sur des travaux de solidarité internationale en lien avec Action contre la faim, qu'effectivement il y a une forme de culture de la coopération qui est née pendant le premier confinement, aussi parce que c'était une période d'urgence sanitaire, une période particulière avec un fort investissement de l'État, des collectifs bénévoles et aussi de nouvelles ONG comme Action contre la faim, Solidarité internationale et d'autres qui sont arrivées, notamment sur le champ eau, assainissement, hygiène. Pourquoi c'est intéressant cet exemple? À mon sens, c'est que ça montre bien qu'en fait, pour avoir une action efficace, c'est donc installer par exemple des raccordements à l'eau, des robinets au bon endroit sur les bidonvilles, avec effectivement aussi le bon nombre de raccordements. On a besoin bien souvent aussi des bénévoles qui vont sur le terrain, en fait, s'assurer, en lien avec les habitants notamment, que les habitants ils consentent à ce que leur lieu de vie il soit l'objet de l'attention des pouvoirs publics, notamment justement si ce futur raccordement à l'eau il nécessite d'être raccordé aux infrastructures urbaines. Et donc l'échange qu'il peut y avoir entre les ONG, il est facilité s'il y a un acteur associatif et a fortiori bénévole qui connaît bien les habitants et les éventuels phénomènes d'emprise, tout en sachant que les bénévoles ne sont pas les seuls à avoir un œil là-dessus et qu'il y a de nombreuses associations qui travaillent aussi sur le sujet. Et deuxième point, peut-être plus une fois que l'installation EHA est en place, je crois qu'il y a un rôle aussi des bénévoles, notamment dans la connaissance des groupes familiaux, pour savoir effectivement où installer les bornes, où installer le raccordement à l'eau. Et puis surtout, les bénévoles au quotidien, ils vont assurer, alors je ne vais pas dire la maintenance puisque ce n'est pas vrai, mais ils vont faire remonter des besoins aux opérateurs en charge des installations EHA, s'il y a des difficultés dans l'utilisation, s'il y a des phénomènes d'emprise ou d'accaparement de l'eau. Et donc, en fait, ça permet aussi d'avoir une veille, alors peut-être pas au quotidien, mais chaque semaine sur ces terrains où sont installés des raccordements à l'eau. Peut-être une bonne pratique en termes d'articulation, je vais être assez rapide là-dessus, mais il y avait pendant le premier confinement un groupe interassociatif en Île-de-France qui avait été créé de manière assez informelle. Justement, et le but de ce groupe interassociatif, c'était justement de coordonner les efforts en faveur de l'accès à l'eau. Et concrètement, il y avait une réunion hebdomadaire avec toutes les associations, réunion qui est devenue mensuelle par la suite. Les acteurs associatifs qui travaillaient déjà avec les personnes dans les bidonvilles, en gros, listaient les sites dépourvus en accès en EHA, donc que ce soit des douches, des toilettes, des bornes, des robinets d'eau. Donc ces associations écrivaient ça dans un tableau partagé. Et ensuite, il y avait effectivement un ordre de priorité qui était établi par ces associations. Et le rôle là-dedans aussi des assos de terrain et de bénévoles, c'était ensuite de se répartir notamment entre les sites pour des interventions. Et peut-être dernier point là-dessus sur la question EHA, ce qui est important aussi, c'est qu'on a aussi besoin de plaidoyer sur ces questions, parce que ce n'est pas juste une question technique, c'est aussi une question politique, c'est une question financière. Et sur le politique, là, notamment les bénévoles, ils sont aussi souvent déterminants pour convaincre ou tenter d'interpeller les mairies, les élus locaux, pour leur dire d'installer de l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, tout un tas de choses. Et ça, on sait très bien que ce n'est pas forcément les assos opératrices qui vont le faire, en tout cas pas publiquement, mais les collectifs de bénévoles vont, elles, des forces vives justement pour demander l'installation de bennes à ordures, des raccordements à l'eau. Et le troisième focus que je voulais faire, qui est un peu un pas de côté, entre guillemets, par rapport à cette journée, qui est la présence d'artistes bénévoles, donc de bénévoles dans une mousse. Ça concerne un terrain qui s'appelait le terrain Voltaire, donc c'est dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Et donc, on avait en fait des artistes bénévoles d'un collectif qui s'appelle Les Allumeurs, qui est un collectif avec des gens qui font tout un tas de choses, de la musique, des arts plastiques, qui jouent des instruments, et qui a décidé effectivement
entre guillemets, intervenir, enfin d'arriver dans un lieu de vie, donc dans une mousse, avec plusieurs dizaines de familles, et notamment pour essayer de développer voilà, de leur côté une grande autonomie d'action, mettre en place des projets artistiques de manière tout à fait expérimentale avec des habitants sur place. Et c'est intéressant parce qu'en matière d'ETI ou village de transition, moi j'aime pas trop ce terme, mais ou d'autres espaces transitoires d'insertion, c'est souvent difficile de parler d'articulation de bénévoles puisque bien souvent il y a exclusivement des associations mandatées par les pouvoirs publics et aussi les bénévoles ne souhaitent pas forcément en faire partie. Donc en fait on en sait assez peu sur ce qui se passe concrètement. Il y a assez peu d'exemples finalement de bénévoles qui vont au long cours sur des terrains mener des actions artistiques. Et là l'exemple en particulier il est intéressant à mon sens parce que ces artistes-là, ils ont tenté plusieurs choses, de travailler de manière horizontale avec des habitants d'un ETI. Ils se sont posés des questions sur leur posture aussi. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est la question aussi de la potentielle domination, des dominations économiques, culturelles. Ces artistes avaient conscience qu'ils arrivaient avec un capital économique et culturel très fort et qui tentaient de créer un lien d'horizontalité avec des gens. Et donc, en fait, il y a toujours un rapport de domination. Donc, ils ont intégré cette réflexion-là aussi dans leurs travaux. Et pour ce faire, ils ont réalisé des entretiens vidéo sur une grille, un référentiel commun, que ce soit pour les travailleurs sociaux d'une association opératrice de l'État, que ce soit pour les habitants du bidonville, que ce soit pour les jeunes, les enfants. Donc ils ont réalisé voilà, des dizaines d'heures d'entretien vidéo qui sont maintenant disponibles puisque ce collectif a lancé une exposition qui s'appelle Ducreben et qui va peut-être qui a été diffusée jusqu'à encore hier à Aubervilliers, à la Villa Médicis, mais malheureusement qui va tourner un peu partout en France. Et ce qui est intéressant pour moi dans cet exemple, au-delà du symbole, c'est qu'en fait, ça pose aussi la question des droits culturels. On en parle très peu. L'accès aux musées, les droits aux vacances, la pratique du sport, la connaissance des arts plastiques, c'est aussi des sujets qui, pour moi, devraient être importants quand on parle de résorption des bidonvilles. Et en fait, là, pour le coup, c'est bien une espèce de trou dans la raquette sur laquelle on a besoin des artistes, des artistes bénévoles. Mais en fait, souvent, cette question, elle est reléguée au second plan parce qu'on l'a vu, il y a tout un tas de choses qui peuvent paraître plus urgentes en matière de logement, en matière de santé, en matière d'ouverture de droits. Alors que pour nous, elle devrait être aussi importante dans la mécanique de résorption. En fait, quand on positionne, quand on discute avec des gens, quand on les implique dans des projets expérimentaux, artistiques sur une durée de 2 ans, pour nous, c'est aussi une manière de s'adresser à des citoyens de la ville et aussi un peu de défaire la sous-citoyenneté chronique des habitants de bidonville. La conclusion rapide de cette partie, c'est que en fait, on le voit quand les intervenants mandatés par les pouvoirs publics et les bénévoles, ils agissent ensemble, de concert, de manière fluide, ça peut avoir un impact positif, et souvent ça a un impact positif sur les habitants de bidonville, via des ouvertures de droits et autres. Le bon exemple, moi je trouve, récemment, ces 3 dernières années, c'est celui de la scolarisation, où effectivement, on a un maillage qui s'est constitué avec des associations qui parfois sont mandatées par les pouvoirs publics sur certaines tâches, des bénévoles qui vont agir en complément sur du soutien scolaire, sur du soutien accru à la parentalité. Et en fait, tout ça se fait aussi, finalement, le dessin, enfin l'objectif d'avoir une meilleure coordination, une meilleure articulation entre ces différents types d'approches, c'est bien évidemment les enfants, les adolescents qui accèdent davantage à l'école. Et en dernier point, parce que je crois que j'ai plus beaucoup de temps, j'ai déjà un peu dépassé. Peut-être ce que je voulais dire en dernier, c'est que ce qui nous paraît important, c'est d'avoir... Ok. J'avais encore une slide, mais c'est bon, c'est ça. Une véritable... l'importance... évoquer cette culture de la coopération qui est nécessaire, ça a été évoqué plusieurs fois aujourd'hui. Saïmir en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, personne ne peut tout faire tout seul. On ne peut pas avoir d'un côté des associations dites opératrices qui travaillent de leur côté, des associations avec des bénévoles et des collectifs de bénévoles, chacun dans son côté. Donc, il ne s'agissait pas ici, dans mon propos, de pointer uniquement des défaillances d'un seul côté des intervenants mandatés par les pouvoirs publics. Donc, nous dire qu'en tant que tête de réseau, à Rome Europe, on connaît assez bien les difficultés propres à l'action des bénévoles. On a aussi une certaine vision de ce qui peut se passer chez les opérateurs, mais moins. Nous, ce qu'on essaye de faire à notre modeste échelle, c'est qu'on organise, et ça a été évoqué par Aurore tout à l'heure, des formations techniques, juridiques, en lien avec nos membres, parfois sur le droit au séjour, ça a été évoqué, sur le contentieux des expulsions, les procédures juridiques, les questions de domiciliation, l'ouverture de droits, les prestations sociales.
Et en fait, la connaissance du cadre légal, elle est très importante. Et ces formations, parfois, on les adresse aussi à des professionnels. On a déjà formé des médiatrices en santé, des professionnels de la PJJ, des magistrats, enfin des étudiants magistrats, des personnels des CASNAV. Donc, nous, ce qu'on veut dire, c'est que déjà, d'une, on se tient à la disposition d'associations qui souhaiteraient être formées sur ces sujets, voilà, effectivement, avec les faibles moyens qu'on a, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on a envie d'insister. Ce qui nous semblerait important par la suite, c'est effectivement, pourquoi pas, dans le cadre peut-être aussi de ce club, de cette rencontre nationale des associations et des opérateurs, c'est d'essayer d'élaborer, d'identifier un catalogue de toutes les formations qui sont proposées par l'ensemble des organisations qui travaillent, des acteurs, opérateurs au sein pour le service de la résorption. Et dire quelque chose aussi, c'est que aujourd'hui, il y a eu cette journée avec des tentatives de déconstruction, des préjugés, en tout cas d'avancer un peu sur la question des biais culturalistes. On pense aussi qu'on a besoin de former tout le monde sur ces sujets. Ça a été évoqué aussi tout à l'heure par quelqu'un d'autre, mais les autorités déconcentrées, les fonctionnaires de police, de justice, et ça, on en parle souvent avec la défenseur des droits et la DILCRA. Enfin, pour terminer, dire que dans certains territoires, on constate qu'il y a une belle fluidité en fait, du lien entre les bénévoles, les associations et même parfois les associations dites opératrices. Dans d'autres territoires, c'est beaucoup plus compliqué. Je l'ai expliqué pourquoi. Ce qui peut nuire effectivement in fine aux habitants de bidonville, parce que en fait, ça veut dire quoi quand il n'y a pas de dialogue, quand les gens travaillent en silo? C'est qu'on a des expulsions non anticipées, des structures qui travaillent complètement en silo sur des lieux de vie, des actions qui peuvent se court-circuiter ou ne pas être pertinentes les unes entre les autres. Donc nous, voilà, pas le cri du cœur, mais c'est que c'est important de dépasser cette concurrence qui peut parfois exister entre les structures. On a aussi un enjeu de dialogue à un niveau plus national, comme c'est le cas aujourd'hui. Moi, je pense, et on pense au sein du collectif Rome Europe, que c'est une bonne chose et un signe d'ouverture indéniable qu'on élargit, voilà, effectivement. Alors, il me semble qu'auparavant, il y avait un club des opérateurs de la DIAL. Moi, je suis très content aujourd'hui qu'on puisse discuter entre opérateurs et associations et justement essayer aussi de se forger cette culture commune. Maintenant, la suite, comment faire en sorte que cette journée amène à davantage aussi de synergie dans les territoires? C'est ce qui était un peu évoqué par Manuel. Pour terminer, au-delà de la question des bénévoles, je voulais un petit peu parler de la question aussi de la participation des personnes concernées. La parole des habitants de bidonville, c'était un peu peut-être l'élément absent aujourd'hui. On n'en a pas beaucoup parlé, elle est encore trop peu prise en compte. Et surtout, leur autonomie décisionnelle des habitants de bidonville, elle est très limitée. Donc si on a des associations, dont on le constate, qui ont tendance à être un peu plus incluses dans les démarches locales de résorption, dans les COPIL, les feuilles de route, l'écotech, c'est encore beaucoup trop... c'est encore trop peu le cas pour les bénévoles et encore, a fortiori encore plus pour les habitants de bidonville. Pourtant, je le rappelle, la présence des occupants, comme c'était indiqué dans l'instruction de 2018, la présence des occupants de bidonville dans l'élaboration des stratégies territoriales fixant les objectifs, les priorités et les actions sur le moyen et le long terme, elle était prévue dans cette instruction. Donc j'ai envie de dire maintenant, ça reste un peu peut-être la nouvelle frontière à conquérir, c'est-à-dire comment on s'empare de ce sujet et comment on arrive à avoir un travail multi-acteurs en lien et surtout avec les premières concernées. Et je pense que ça devrait aussi être l'un des sujets d'échange et de discussion dans le cadre à venir du renforcement de la politique publique. Merci beaucoup. Merci Anthony. Merci. On approche bientôt du terme de cette journée. Est-ce que vous avez des questions à adresser à Anthony ou même plus généralement, profitez-en, posez des questions que vous souhaiteriez poser avant qu'on termine et que je vous fasse quelques mots de conclusion. Je vais aussi vous dire que vous pouvez répondre à un questionnaire de satisfaction ou d'insatisfaction en ligne. Vous l'avez sur le groupe WhatsApp, donc vous pouvez y répondre. Une main s'est élevée. Vous avez la parole, madame. Oui, c'est moi, pardon. Je vous en prie, allez-y. Bonjour. Bon, c'est un petit peu stressant. Donc moi, je suis Clarisse Desmaisons. Je suis éducatrice spécialisée chez Coalia depuis peu. Je suis arrivée en septembre. Donc pas Coalia 93, mais Coalia 91. Donc on ne fait pas les diags. Donc je voulais rebondir sur trois choses dont vous avez parlé, que j'ai trouvé très, très intéressant. Alors, donc on est tous les quatre, on fait partie d'une équipe mobile d'accompagnement social. On travaille avec les bénévoles, donc d'autres associations. Nous, à Coalia, il n'y a pas de bénévoles, mais du coup, on rencontre sur le terrain des bénévoles de Système B, d'autres associations.
Donc effectivement, j'ai entendu parler que ça pouvait être tendu, hein, des fois les relations entre bénévoles et salariés de type d'association. Alors je ne sais pas si on est considéré comme opérateur ou vu qu'on est une association aussi, mais en tout cas, on essaye de travailler ensemble. Pour moi, c'est important parce que autant les bénévoles, ils ont des leviers que nous, on n'a pas et vice-versa. Et il y a une chose, vous avez parlé des expulsions. Et nous-mêmes, on n'a pas informé en fait quand il y a des expulsions. Donc ça, on le dit aux bénévoles. On a demandé, quand Coalia 93 existait encore, de pouvoir avoir accès à ces dates, mais on ne les a pas eues. Alors je ne sais même pas si eux-mêmes, en fait, ils étaient informés ou pas. En tout cas, on n'a jamais eu accès à ça. Donc ça, c'est important de le dire aux bénévoles. On n'est pas là pour court-circuiter le travail qu'eux, ils mènent, parce que voilà, on travaille ensemble hein, dans l'intérêt des personnes. Et donc voilà, donc déjà ça. Ensuite, je voulais rebondir sur la question culturelle. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que d'amener du culturel, c'est important parce que déjà, ça fait aussi participer les habitants des bidonvilles à des événements qui se passent dans les communes sur lesquelles ils habitent. Donc ce matin, ça a été évoqué, hein, le fait je ne sais plus comment c'était dit, mais d'amener dans la vie de la société en fait les habitants des bidonvilles, alors que souvent les bidonvilles sont très excentrés. Donc voilà. Et la dernière chose, mince, vous avez parlé à la fin. Ah oui, le projet Descendants. Il y a un projet de résorption. Il y en a un seul sur l'Essonne qui est à Massy. Et du coup, il y a une convention signée entre la DETS, la mairie et l'association. Et du coup, on a proposé que les habitants soient présents à la signature de cette convention, parce que c'est les premiers concernés et ils doivent entendre et pouvoir partager aussi leur avis sur ce qui va être dit. Donc on a fait cette demande et cette demande est encore à l'étude. Donc j'espère que ça pourra se faire, qu'ils pourront être présents. Mais voilà, on fait des propositions et puis après on n'est pas décisionnaire. Mais merci pour votre intervention. Merci. Une autre question, là, madame, qui lève la main. Bonjour, Lana Barnier, bénévole chez Médecins du Monde. Donc, je peux apporter mon éclairage en tant que bénévole quelque part. Et surtout, j'avais une question pour toutes les associations et tous les intervenants d'ici. Monsieur avait très bien parlé de l'implication des personnes qu'on rencontre sur le bidonville. Ça fait quasiment 2 ans que je sors avec Médecins du Monde sur les bidonvilles du 9-3. Je vois des gens qui voudraient faire des choses, qui voudraient peut-être s'impliquer, mais en fait, il faut comprendre qu'ils ont tout d'abord faim, ils ont froid, ils ont besoin des choses que nous, enfin, qu'on ne touche pas du doigt, on les voit, mais on ne les vit pas. Donc, dans ce contexte, ma question à vous tous, c'est à quel moment vous voulez les impliquer vraiment, mais quelque part en leur apportant peut-être un peu de rémunération, parce qu'eux, ils n'ont pas les moyens d'y aller bénévolement. Moi, je les ai, peut-être d'autres, heureusement pour moi. Mais eux, dans les bidonvilles, ils pensent d'abord à manger. Donc, est-ce qu'on peut leur proposer quelque part un mi-temps? Il y a certains qui voudraient vraiment intervenir, qui connaissent leur situation, puisqu'ils y vivent, qui connaissent les autres habitants, qui pourraient nous aider à mieux toucher les personnes qui sont dans les bidonvilles. Mais est-ce qu'on leur propose quelque chose en échange quelque part? Embauchez-les. Médecins du Monde ne peut pas faire un petit contrat de conseil pour un habitant de bidonville, ça se fait. Hein, une note d'auteur. Auto-entrepreneur, en 24 heures, vous y êtes. Hein, vous avez un numéro tiré. Il peut même venir facturer sa venue à la Dial, on le paye. Hein. Sur la question des bidonvilles, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire qu'on a quelques moyens à la Dial. Et si vous nous présentez un devis pour une intervention d'habitants des bidonvilles, on y va. Mais nous, on y croit aussi, hein, la participation des premiers concernés. Le sujet, c'est comment on fait. Ça fait 10 ans qu'on en parle. On en a eu ici. Je rebondirais sur ce que tu disais, Manuel, pour compléter. On en a recruté. Il y a Oran aussi qui veut poser une question. On a recruté beaucoup de personnes, de travailleurs pairs, comme médiateurs scolaires. Hein. Donc il y a des gens qui effectivement s'investissent dans un premier temps sur le bidonville, bénévolement dans un tout premier temps, mais assez rapidement, ces personnes sont repérées par les opérateurs, par les associations, et
Et nous, on est très ouverts justement à ce que les personnes puissent être rémunérées, embauchées, travailler et être rémunérées sur ces missions. Hein. On en a à Marseille, on en a à Toulouse, on en a dans diverses communes, enfin divers départements. Donc oui, on est très partant pour ça, quoi. Après, vous savez, il y a une question de moyens, et puis aussi, c'est pas facile de venir, par exemple, ici ou dans un groupe de travail, à la Dial. Enfin, c'est pas simple non plus de s'exprimer. Enfin, vraiment, il y a une question d'opérationnalité derrière cette participation sur laquelle nous, on aimerait bien progresser. Ouais. Oran. Oui, Lama. merci. Oran Lama, je travaille aussi à Médecins du Monde. Moi, je travaille au siège. Non, sur cette question de participation des pairs, on a eu recruté en réalité quelques travailleurs pairs aussi. Alors notamment, ça a été fait à Marseille. Et en particulier, alors là, pour le coup, c'était donc une médiatrice pair qui intervenait avec nous dans les squats, donc plutôt de personnes extra-européennes. Et c'est effectivement des choses qui marchaient plutôt bien. Après, peut-être sur les questions d'implication dans la résorption, nous aussi, les difficultés qu'on peut avoir aussi avec le travail pair, justement, c'est le lien direct en fait avec la communauté aussi, avec le bidonville. Et donc, se pose la question, alors à la fois des intérêts peut-être, mais surtout aussi voilà, du rapport de la personne avec les autres habitants, au-delà de même juste du rapport de force, mais aussi elle-même de la posture dans laquelle elle peut se trouver et des difficultés qu'elle peut rencontrer dans le lien avec les autres habitants. Mais je pense que c'est une vraie question que nous-mêmes à Médecins du Monde, je ne pense pas qu'on soit aujourd'hui en capacité à laquelle on n'est pas non plus en capacité de répondre, mais je pense que collectivement aussi avec d'autres organisations, c'est des vrais sujets à travailler. Je vous renvoie, on évoquait ce matin un article des ASH, je ne sais pas si vous l'avez vu sur la résorption des bidonvilles. Il y a une interview de Louis Bourgois, qui est chercheur, qui travaille sur le sujet depuis des années, qui intervenait sur ce sujet de la participation et qui renvoyait aussi à des dispositifs qu'on a pour les publics plus généralistes, comme on dit, hein, les CVS, dans les dispositifs d'accompagnement. Tout ça, ça se monte et ça s'entretient dans les dispositifs. Il y a une main qui s'est levée. Oui. Oui, j'ai pris le micro avant. Allez-y. Nous, on travaille pour l'association La CIMAD à Montpellier. La CIMAD n'intervient pas dans les bidonvilles, sauf à Montpellier sur l'action. Et en fait, on a parlé toute la journée des personnes européennes. Et nous, plus de 50% du public qu'on accompagne sont extra-européens, d'origine d'ex-Yougoslavie pour la plupart. Et du coup, on se demandait s'il y avait, parmi le public que les autres associations accompagnent, s'il y a des personnes qui accompagnent ce public en particulier ou pas. A priori, non. Est-ce que des mains se lèvent? Est-ce que vous accompagnez des publics extra-européens, enfin, hors Union européenne, mais européens, si j'ai bien compris? Comment? Hors Union européenne, mais européens? Non. Non, d'accord. Non, des gens pas de l'Union européenne. Voilà. Donc, oui. Ah, si, finalement. Ok. Oui. Je vous en prie. Oui, je voulais revenir sur la question des diagnostics. C'est intéressant aussi de penser aux collectivités territoriales dont on ne pense pas toujours, et notamment sur cette question de diagnostic. Je pense à l'exemple de Lyon ou de Villeurbanne qui sont en convention tripartite avec la métropole de Lyon, Lyon et Villeurbanne avec l'État et qui vont lancer là prochainement un protocole de pré, pendant et post-évacuation et avec des exemples de bonnes pratiques, des choses à prendre en compte. Et c'est aussi intéressant de penser, outre la question des opérateurs de l'État et des associations de terrain, de penser aussi aux collectivités territoriales qui ont un moyen d'agir sur ces questions. Une dernière question? Non? Pas de remords? Donc vous pouvez aller, il y a un questionnaire en ligne si vous voulez nous dire ce que vous avez pensé de cette journée, que je vais conclure très rapidement, évidemment.